frontière de 4 départements, entre la Bretagne et l'Anjou, le château médiéval de Poncé domine le paysage depuis le XIIe siècle. Ancienne place forte des Marches de Bretagne, il est aujourd'hui l'une des forteresses les plus imposantes de la région. Pour comprendre son histoire, ses légendes et ses secrets, nous allons rencontrer Adrien Bouvet, responsable des visites sur le site. Bonjour Adrien. Bonjour Clarisse. Enchanté de te rencontrer. Pareillement. Alors c'est toi le guide du château médiéval de Poncé. Oui, tout à fait. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Donc ça fait depuis février 2024 que je travaille ici pour le compte de l'Office de tourisme de l'Anjou Bleu. Alors Adrien, est-ce que tu peux nous expliquer comment il est né le château de Poncé? Pourquoi est-ce qu'il a été construit ici? À quelle époque? C'est quoi le contexte historique? Alors le château de Poncé est né d'un différend entre les seigneurs de Châteaubriand et seigneurs de Poncé, qui étaient ennemis, l'un étant breton, l'autre étant français, puisque nous sommes à la frontière ici entre deux pays au Moyen-Âge, le royaume de France d'un côté et le duché de Bretagne de l'autre. Et donc on construit le château de Poncé ici pour défendre la frontière et il s'inscrit dans un maillage assez dense de châteaux, de fortifications qu'on appelle les Marches de Bretagne. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que cela signifie? Oui, alors Marche de Bretagne, c'est un terme militaire qui désigne une frontière fortifiée qui s'étend du nord du Mont-Saint-Michel jusqu'à l'embouchure de la Loire et grosso modo de Rennes à Laval, en tout cas pour les Marches de Bretagne. C'est émaillé d'un côté comme de l'autre de châteaux qui sont jumeaux ou en tout cas qui sont face à face, comme le château de Poncé et face au château de Châteaubriand. Et on compte à peu près un château toutes les demi-journées à cheval en termes de distance. D'accord. Et en quoi cette position était stratégique à Poncé? Eh bien parce qu'on est sur des axes commerciaux majeurs. Les Bretons commercent beaucoup avec les Français et inversement. Donc qui dit commerce dit beaucoup d'argent évidemment. Et puis on est surtout à Poncé, la dernière ligne de défense devant le château d'Angers, qui a certes les moyens de se défendre contre une invasion bretonne, mais qui appartient au domaine du roi de France. Et donc politiquement c'est toujours un peu moyen d'avoir les ennemis du roi dans les jardins du château de son frère. Et c'est un château qui a été assiégé? Oui, plusieurs fois au cours de son histoire. Le premier siège dont il est fait mention date de 1066, à l'époque où les ducs de Normandie partent à l'assaut de l'Angleterre. Les Bretons tentent de s'engouffrer dans le vide que crée cet appel vers l'Angleterre. Et le dernier siège date, lui, de 1433. C'est un siège mené par un duc anglais, cette fois, qui descend de Douvres jusqu'en Maine-et-Loire, poursuivi par les armées royales du roi de France en pleine guerre de 100 ans. Alors Adrien, là nous sommes dans la tour heptagonale du château. Est-ce que tu peux nous raconter sa particularité, nous expliquer à quoi elle servait? Oui, tout à fait. Alors c'est une tour assez particulière dans sa forme déjà, puisque c'est une tour construite au XVe siècle sur la base d'une tour ronde qu'on a démontée et reconstruite avec 7 côtés qui ne sont pas du tout égaux, qui donnent cette forme un peu tarabiscotée. Mais c'est une tour qui est quand même assez incroyable. Alors pourquoi faire une tour polygonale? Eh bien parce qu'à la fin du XIVe siècle apparaît sur les champs de bataille l'artillerie à poudre, le canon qui va se développer et se répandre massivement en Europe et qui va contraindre les châteaux à se transformer à la fois pour s'équiper du canon et aussi bien sûr pour s'en protéger. On va remplacer les archères par les bouches à feu qu'on a ici. On va aussi installer des parquets directement scellés dans la maçonnerie pour supporter le poids du canon et cette forme polygonale permet au château de tirer quel que soit l'endroit où se porte l'attaque. On peut tirer sur tout le côté ici de la tour Saint-Antoine ou sur tout le côté ici de la grosse tour, quel que soit l'endroit où arrivent les Bretons. On a donc une spirale de feu avec le sous-sol et cette tour est d'autant plus importante qu'elle protège le cœur du château avec l'escalier qui est juste là. C'est ce que je remarquais là, l'escalier qui est quand même assez incroyable. Alors cet escalier, c'est la pièce la plus essentielle du château. Déjà, c'est un ouvrage de défense passive, comme dans beaucoup de châteaux. Il est conçu pour enquiquiner un assaillant qui monte et favoriser un défenseur qui descend. Il est en colimaçon. Alors il faut me croire sur parole quand je vous dis qu'il est fait aussi de pierres de tuile
tuffeau et d'ardoise. Ce sont des pierres d'exception. On a un escalier d'apparat ici. C'est une façon, encore une fois, de montrer qu'on a de la richesse. Et pourquoi est-ce qu'on montre qu'on a de la richesse? Eh bien parce que les pierres d'ardoise et de tuffeau doivent venir de loin, du Saumurois pour le tuffeau et de Mayenne pour l'ardoise. Les coûts de transport au Moyen-Âge sont absolument faramineux. Et donc on envoie un message ici, regarde ce que je peux dépenser dans un escalier, imagine ce qui reste dans mes coffres. Et pourquoi donc faire un escalier d'apparat dans une tour à vocation défensive? Eh bien parce que cet escalier permet d'accéder au logement du seigneur et de sa famille, et c'est le seul accès en temps de guerre aux appartements privés, ce qui fait que si vous êtes un ennemi, que vous entrez là-dedans, eh bien vous gagnez le château. Et en plus, si le seigneur et sa famille sont présents, on peut les capturer et les rançonner, d'autant qu'ils communiquent sur le fait qu'ils ont beaucoup d'argent. On peut malheureusement pas y accéder parce que c'est trop dangereux. Non, effectivement, certaines marches ont tendance à branler un peu. On va pas aller. Au-delà de son rôle militaire, comment se déroulait la vie au quotidien dans le château? Qui vivait ici? Alors un château, c'est effectivement une résidence, c'est la résidence d'un seigneur et de sa famille. Et alors la famille au Moyen-Âge est assez élargie, donc on comprend les amis et les gardes, mais c'est un espace, un château de nobles. Hein. C'est une famille aristocratique qui vit ici. La famille de Poncé d'ailleurs très puissante jusqu'au XIVe siècle, elle est très riche, très impliquée dans les affaires politiques, côtoie aussi le roi de France. Le seigneur vit dans le logis qui est juste ici, et on a un village qui est agrégé au château qu'on trouve plutôt dans la basse-cour. C'est un village de spécialistes, d'artisans, maçons, charpentiers, cordiers, etc. On trouve également des fermes, et tout ce qui a un peu de valeur, on va le mettre dans la basse-cour afin de le protéger d'une attaque. Mais c'est vraiment un lieu de vie où on n'est pas en guerre tous les jours au Moyen-Âge, et donc on passe du bon temps ici dans ce château, à chasser dans la forêt ou à jouer aux échecs. La mise à mot, apporte-nous à boire. Suffit. Goûte donc voir. Quelle est cette vinasse? Une vie confortable, enfin, pour l'époque. Hein. Tout à fait. Le château a un espace qui est luxueux et confortable, hein, de fait, puisque c'est une famille noble qui y vit, donc il y a des fenêtres en verre, il y a du carrelage sur le sol, on a de grands poêles, de grandes cheminées aussi, pour montrer encore une fois qu'on a de la richesse. Tout est dans le luxe et le confort. Un confort certes relatif puisqu'on est au Moyen-Âge, mais on a des toilettes et de quoi se laver les mains malgré tout. As-tu des nouvelles de Dame Mathilde? Oui, je l'ai vue au marché au lendemain passé. Comment se porte-t-elle? Bien. Où en es-tu de ton ouvrage? Ah, je poursuis. Et du coup, sur cette glacière, alors c'est quoi comment est-ce qu'ils l'ont découvert? Alors je ne sais pas trop comment ils l'ont découverte, sûrement par hasard, ou en cherchant les souterrains du château. En tout cas, elle était complètement pleine de terre, donc il a fallu l'excaver. On a des photos d'ailleurs avec des convois de scouts qui sortent avec des brouettes de gravats et de terre en tout genre. Il a fallu en extraire des mètres cubes ici, parce qu'on a une glacière qui est quand même particulière dans ses dimensions, effectivement. Combien elle mesure? Alors elle fait 80 mètres carrés exactement, et elle a une forme en arc brisé. Ça aussi c'est pour montrer sa richesse, hein, c'est d'un message politique. Alors une glacière actuellement il fait entre 12 et 13 degrés, mais au Moyen-Âge il faut bien imaginer qu'ici on est entre 0 et 4 degrés, la température d'un frigo actuel. Et au Moyen-Âge on a 3 modes de conservation des aliments. On a la salaison qui utilise le sel mais qui coûte trop cher pour que tout le monde l'utilise. On a la fumaison où on va simplement mettre les aliments dans la fumée du feu pour les conserver, ralentir le processus de décomposition. Et puis on a la surgélation comme dans un congélateur où on va utiliser la glace pour conserver les aliments. Nous sommes ici dans le logis du château.
Quels sont les personnages qui ont marqué l'histoire de ce château de Poncé? Il y en a eu beaucoup. Le premier qui est assez mémorable, c'est Guillaume III, seigneur de Poncé au XIIIe siècle, qui va se retrouver en conflit juridique et politique contre le roi Richard Cœur de Lion, rien que ça, et le pape également, pour une sale histoire de terre inondée, des moines, enfin bon bref, voilà. Il va quand même, ça va durer 10 ans cette affaire-là, il va quand même remporter le procès, mais c'est assez marrant de voir qu'il a pu mettre 2 rois d'Angleterre, le pape, le roi de France à genoux, alors c'est un petit seigneur local. Un autre personnage qui est assez important ici à Poncé, un certain Bertrand du Guesclin, je ne sais pas si tu connais, un grand chevalier de l'épopée médiévale, et lui a même été propriétaire du château. Alors en réalité, Bertrand du Guesclin descend en campagne dans le sud de la France à la fin du XIVe siècle pour le compte du roi de France, et il achète le château en 1379. Il meurt en Auvergne en 1380, donc il est probable qu'il soit même jamais venu dans ce château, mais il en a été propriétaire et il a été seigneur de Poncé. Et puis un dernier personnage assez mémorable ici, c'est Jean II d'Alençon, qui lui est propriétaire du château à la fin du XVe siècle, milieu du XVe siècle plus exactement. Jean II d'Alençon, c'est un personnage qui est très important dans le royaume de France. Il est parrain du roi Louis XI et il est également compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Voilà, excusez du peu. D'accord. Donc on peut supposer que Louis XI est peut-être serait passé dans les murs ou... Alors Louis XI est passé également dans les murs. Lui, il est venu avec son armée, l'armée bretonne, une première fois pour faire la première conquête, la première campagne de Bretagne, qui va se solder par un échec. C'est son fils Charles VIII qui reprendra la main ensuite et qui conduira à la défaite bretonne en 1488. D'accord. Il y a également un autre personnage célèbre dont on entend beaucoup parler, c'est le personnage de la Dame Blanche, enfin la légende de la Dame Blanche. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette Marie Delorme? Alors, il y a 2 versions de cette légende. La première me semble plus crédible en tout cas. Marie Delorme est la fille d'un des seigneurs de Poncé qui vivait ici au XIIIe siècle. Et cette jeune femme serait tombée amoureuse d'un grand chevalier, un certain Bertrand du Guesclin. Et un beau matin, croyant naïvement s'enfuir avec son preux chevalier, eh bien, elle aurait ouvert en grand les portes du château et se serait retrouvée face à non pas Bertrand du Guesclin et son cheval blanc, mais Bertrand du Guesclin et son armée de Bretons enragés et pressés d'en découdre. Les Bretons vont rentrer dans le château, va s'en suivre un long combat entre Français et Bretons qui vont, les Français vont quand même mettre hors du château les Bretons. Et en punition de cette trahison, eh bien, le père de la jeune femme, de Marie Delorme, l'aurait emmurée vivante au sommet de la tour. Alors, il y a du vrai, il y a du faux dans cette histoire, puisqu'on a retrouvé Marie Delorme dans les archives. Cette jeune femme a été pendue à Angers et au Moyen-Âge, la pendaison était le sort réservé aux traîtres. Donc il y a vraisemblablement eu trahison ici à Poncé. On ne sait pas trop comment ni pourquoi, les archives sont assez floues à ce sujet. Et Bertrand du Guesclin a bel et bien été propriétaire du château. Mais toute la partie romanesque, chevaleresque, voilà, en fait, que ce soit passé comme ça. D'accord. Et la deuxième version de l'histoire, c'est que lorsque les Poncéens redécouvrent le château au XIXe siècle, il y a un notable de la ville de Poncé qui rentre dans la tour et il va trouver au sommet une grande table de banquet qui avait été dressée avec de l'argenterie, avec des restes de repas aussi, paraît-il, qui dataient 500 ans plus tôt quand même. Exactement. Et bien, au bout de cette table, donc une chaise et enchaîné à la chaise le squelette d'une jeune femme. En tout cas, c'est comme ça qu'il nous le dit. Alors, on est en plein romantisme, il n'est pas impossible que ce monsieur n'ait pas rajouté quelques détails de son cru, notamment la Révolution française était passée par là, et donc il ne devait plus rester grand-chose de l'argenterie en question. Et puis, je tire quand même mon chapeau d'avoir connu une jeune femme à son squelette, rien qu'à cette époque. Mais en tout cas, si vous écoutez les Poncéens vous parler de la Dame Blanche, ils vous diront que parfois, la nuit, les nuits de pleine lune particulièrement, eh bien... Bien sûr. On voit une silhouette marcher sur le rempart comme ça et regarder en direction de la Bretagne, en direction de son amour perdu. Personnellement, je ne l'ai jamais entendu, mais si vous entendez du bruit aujourd'hui dans la tour de la Dame Blanche, c'est plutôt les scolaires qui n'ont pas suivi ma visite et que j'y ai enfermé.
Eh bien, merci Adrien pour cette visite. C'était Avec très plaisir. enrichissant, très agréable. Si vous aussi, vous avez envie de faire un saut dans le temps et de venir au château médiéval de Poincé, eh bien, n'hésitez pas. Hein. Adrien se fera un plaisir Tout de à fait. vous accueillir. Est-ce que tu peux nous donner les renseignements utiles toute Oui. l'année pour visiter le château? Donc le château ne s'ouvre que sur visite guidée, sur réservation préalable auprès de l'Office de tourisme de l'Anjou Bleu. Les visites sont du 16 juin jusqu'aux Journées du patrimoine, donc le 20 septembre cette année. Du mardi au samedi à 10h30 pour les publics individuels. On a aussi une visite famille le mercredi après-midi à 15h qui finit sur un petit goûter médiéval. Et le samedi après-midi, c'est une visite de la cité médiévale de Poincé. Et pour les groupes, c'est ouvert toute l'année sur réservation auprès de l'Office de tourisme de Et l'Anjou les Bleu. tarifs, c'est combien l'entrée? Donc c'est 6 € par adulte et 3 € par enfant. D'accord. Et toute l'année, il n'y a pas d'exposition, de fête Non, pas dans. Ouais, il y a eu, mais non, D'accord. pour l'instant, peut-être cette année, la mairie va essayer de remettre une Ok. programmation, mais pour l'instant, il n'y a rien. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Adrien. Mais avec plaisir, et puis à cet été. Oh, peu cher. Non, c'est pas dit quoi? je vais rien voir. C'est pas grave. Qui cause là, les trois? Il en faut deux. Allez, là. Moi, je suis... Je repasse son micro. Allez, action. Aux frontières de 4 départements, J'ai mal au cou. Oh, mais. Et action. Alors Adrien, nous sommes ici dans une magnifique pièce qui a été... Pourquoi tu dis alors tout le temps? Oui, c'est bah, un truc, Ok, c'est donc... récurrent ça. donc Nous sommes. J'ai tendance à le dire aussi. ah, Ouais. tu vois, je suis pas toute seule. Non mais le problème c'est Je l'ai que pas je dit. dis à chaque fois. Donc à chaque fois multiplié. Peut-être dans le montage, ça fait alors. Oui, alors, mais c'est parce que alors, c'est pas alors. évident quand tu démarres une phrase